Donc, la méditation que nous allons faire ensemble, elle s'appelle la méditation de Jhana. Jhana, c'est une autre description de dhyana. Dhyana, c'est l'état de contemplation. Donc, l'état, toutes les méditations, elles viennent du Bouddha. Toutes les méditations, elles sont bouddhistes à la base. Après, elles ont été un peu dans tous les courants éparpillées. Et chaque grand maître a déployé sa manière de poser l'esprit, d'observer, de se concentrer jusqu'à l'état de contemplation, à l'état de samadhi, qui est l'état suprême de réalisation. Et dans ces méditations du Bouddha, il y avait la méditation de Vipassana, qui est beaucoup plus connue et célèbre, parce qu'il y a des gens qui vont faire des retraites de Vipassana partout dans le monde. Mais il y avait aussi un autre accès à la méditation, qui était l'accès rajasi, c'est-à-dire le plus difficile. Et c'est celui-là qu'on va faire nous. Hein? Alors, pourquoi j'ai choisi celui-là? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est la seule méditation qui m'a été enseignée. Non pas par mon enseignant Christian, parce que Christian n'enseigne pas la méditation, mais par Frédéric, qui est donc Frédéric, le fondateur de l'école Advaita, mon mari. Et c'est lui qui m'a initié à cette méditation parce que lui, il l'a fait depuis très longtemps. Et puis un jour, je lui ai dit, moi, je veux l'apprendre. Et donc, il nous l'a appris, alors, pas qu'à moi, hein, il l'a appris à plusieurs personnes. Mais moi, je suis restée complètement fidèle à ça. Et voilà, maintenant, c'est mon petit livre de chevet. Je ne dis que par cette méditation. Donc, c'est ce livre-là qui s'appelle Vénérable Enepola, Gunaratana, Introduction à la méditation profonde, découvrez la pleine conscience. Hein. Donc, tout ce que je vais vous dire, je ne l'invente pas. C'est bon à savoir aussi, parce qu'on peut inventer n'importe quoi en méditation. Et que vous pourrez suivre pas à pas ce que je vous enseigne. C'est bon? Tu donnes la référence du livre? Oui, je vous la mettrai la référence du livre. Et comment je fonctionne, moi, mais ça peut être une autre façon de fonctionner pour vous, pour que ça puisse rentrer, parce que c'est quand même très complexe, pour que ça puisse rentrer, je vous conseille de prendre un petit livre, un petit cahier, et de noter vos passages. Vous verrez, c'est bien fait parce que c'est toujours des passages. Et pour que je puisse intégrer un passage sensoriellement, il faut d'abord que je le capte mentalement. Il faut d'abord qu'intellectuellement, ce soit posé en moi. Après, j'ai mon schéma, mon cadre, je peux le bosser. Parce que c'est que de pratique, hein, la méditation. On ne s'en va pas où on veut. On a une ligne de conduite, c'est très rigide, la méditation. Hein, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Ok, ça relâche l'esprit, mais il faut être dans le cadre, sinon ça ne marche pas. Alors, comment on se place? C'est un peu à vous de voir comment vous voulez vous installer. Moi, j'aime beaucoup, pendant ma méditation, me mettre en siddhasana. C'est-à-dire, je pose un pied, puis l'autre, comme ceci. Alors, ça peut être sukhasana aussi. Hein, et je rapproche mon traversin de mes fesses. Donc, si tu veux faire ça, enlève ton traversin pour commencer. Enlève ta couverture. Vous essayez. Hein, vous pourrez changer. Voilà. Et alors, enlève ta couverture, Sophie. Enlève ta couverture, tu vas voir. Assieds-toi sur le bord de ton traversin d'abord. C'est bon. Maintenant, rapproche le pied droit, revient le plus près possible du traversin, avec un mouvement très ouvert. Puis le pied gauche, il pourrait venir ici, aussi bien dans le mollet, mais il peut aussi venir devant. Hein? Et une fois que vous avez fait ça, vous descendez sur vos deux genoux. Vas-y, descends sur tes genoux, descends vers moi. Puis lève les fesses, et maintenant rapproche ton traversin très proche des fesses. Okay. Donc ça, c'est une habitude. Mais par contre, comme on va rester dans l'assise pendant 50 minutes, on changera un quad, on va être un quad. Voilà, les fondamentaux de l'assise Alors, je ne vais pas vous dire en méditation, parce que pour moi, ça ne veut plus rien dire ça. Puisque avant d'être en méditation, on va mettre des années. Hein. Mais par contre, on va appeler ça notre assise silencieuse, pour commencer. Donc, nous sommes dans l'assise silencieuse, les jambes sont généreusement ouvertes et elles représentent le lotus. Elles représentent la base de la fleur. Et le pistil de la fleur, c'est le corps. Donc, il est au centre et il s'érige comme un pistil, quand vous regardez une fleur bien ouverte. Il y a ce pistil merveilleux au centre qui, lui, il capte quoi? Il capte la totalité. Donc, vous captez l'énergie extérieure, le prana. Et c'est ça qui va faire que par votre connexion et votre concentration, vous allez être de plus en plus captif du prana extérieur qui entre à chaque fois dans le corps.
Les mains, elles peuvent se déposer comme ceci, souplement sur les genoux. Ça s'appelle Ajna Mudra. Mais ça peut être aussi Ajna dans l'autre sens. Des fois, c'est agréable, vous verrez. Et ça aère les aisselles. Ça se dépose, c'est tout doux, tout est doux. Voilà. Bien que mes doigts soient souples, que le corps soit souple, que l'assise soit aisée, la colonne vertébrale, elle est comme un axe. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un cadre, hein, la rigidité dont je vous parlais, ce n'est pas une rigidité qui est fragile. C'est une rigidité qui apporte de la puissance et de l'énergie à l'intérieur du corps. D'accord? Et maintenant, les yeux sont ouverts, la nuque est longue, la tête est droite. Et bien que mon axe vertical central soit solide, tout le reste autour est souple. C'est de sentir ça. Nous allons bien sûr fermer les yeux après, mais avant de fermer les yeux, comprenez comment on ferme un œil. Prenez conscience de l'arrière du crâne. Et laissez les yeux reculer dans cet espace de l'arrière du crâne. Vous verrez que naturellement, ça invite à la descente des paupières. La paupière supérieure enveloppe maintenant la totalité de l'œil, de l'orbite de l'œil. Et vous pouvez peut-être déjà sentir son poids sur la paupière inférieure. Laissez-la devenir un peu plus lourde. Nous allons commencer par l'observation du corps. L'observation du corps à partir de 3 états. Le premier état, c'est l'impermanence. Le deuxième état, c'est la souffrance ou l'insatisfaction. Et le troisième état, c'est l'absence de soi, ou plus familièrement, le retrait des manifestations du moi. Donc tout ce que nous allons observer se fera toujours à partir de l'impermanence dans l'observation, de l'insatisfaction dans l'observation et de l'abandon, du retrait du jeu, du moi qui se manifeste dans l'observation. Et pour que tout cela puisse être productif, nous allons installer Metta, qui est l'amitié-bienveillance à chaque observation. Pour qu'il n'y ait pendant votre pratique ni jugement sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, sur ce que vous réussissez, sur ce que vous ne réussissez pas. Aucune interprétation ni comparaison de quoi que ce soit, mais une entière disposition à accueillir les enseignements. Et s'il y a questionnement, ça se fera à la fin de la séance et les réponses sont dans le livre. Nous voici maintenant installés dans l'observation du corps et nous avons déjà installé l'observation du corps à partir de l'impermanence. Comment reconnaître l'impermanence dans le corps? C'est d'abord se rendre compte que à chaque seconde, quelque chose dans notre corps se transforme. Quelque chose apparaît, quelque chose se transforme, quelque chose disparaît.
Et vous pouvez observer ça à divers endroits du corps. Par exemple, la salivation. Vous voyez comme la salive apparaît sous la langue. Son débit augmente. La flaque sous la langue est de plus en plus large. Puis, le muscle de la langue vient chercher la salive pour la faire passer dans l'arrière-gorge. Et la salive disparaît. Et au même moment, réapparaît la salive sous la langue. Ça, c'est l'impermanence. De la même manière, lorsque les mains touchent les cuisses, il y avait une sensation tout à l'heure qui était peut-être agréable par rapport au toucher, qui peut-être change de forme, change de température, et peut-être qu'à un moment donné, les bras lourds, vous aurez envie de tourner vos bras dans l'autre sens. Tout ça, c'est l'impermanence. Pendant que je vous parle, vos cheveux continuent de pousser. D'autres cheveux vous quittent. Pendant que je vous parle, les cellules se régénèrent. D'autres meurent. À l'apparition du corps, à la naissance, le corps a une frise chronologique déjà présente, qui est la croissance, le maintien, la transformation, le déclin, la maladie, la mort. Ça, c'est l'impermanence du corps. Et une fois que vous êtes né, il n'y a aucune possibilité de retour. Le processus est enclenché de l'impermanence et nous allons de la naissance vers la mort. Ça, c'est prendre conscience de l'impermanence. C'est très difficile de prendre conscience de l'impermanence du corps parce que nous y échappons pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Parce que vieillir nous fait peur, parce que la douleur fait peur, parce que la maladie fait peur. Alors nous cachons tout ça. Et du coup, nous sommes en perpétuelle souffrance. Parce que nous tournons le dos à ce qui est réel. Pour vous rapprocher, pour vous limiter dans ces peurs du vieillissement, les peurs de la mort, il vous suffit de prendre comme exemple une plante. Et vous la regardez grandir, vous l'arrosez, elle se transforme, elle a de jolies couleurs. Et bien que vous l'arrosiez, que vous preniez soin d'elle, elle a son moment où elle se fane, elle change de coloration. Et pendant ce moment merveilleux où elle vieillit, elle dépose des graines. Elle dépose des graines dans la terre. Et à partir de ces graines, elles vont refleurir à nouveau, grâce à la fertilité de la terre, une nouvelle plante. Eh bien, nous allons, dans notre approche de l'impermanence,
se relier à ce miracle. De la même manière que notre corps évolue, se transforme, vieillit, décline et quitte sa forme originelle, nous retournons dans la terre fertile qui redonne la vie à nouveau. Et ce processus, il est croissant. Et plus vous observerez la vie dans ce sens, plus vous serez en accueil du vieillissement, du déclin, de la maladie et de la mort. Alors, vous pouvez entrer dans des phases de compréhension. Tant que cela n'est pas acquis, vous êtes juste dans l'illusion. Donc maintenant, je vais vous laisser pendant 5 minutes dans le calme et vous demander dans ce calme de poser votre esprit sur la visualisation intérieure du corps, dans sa forme. Et quand le corps rejoint la terre, donc la manière dont il se putréfie, le corps, comment il revient à un état de cellules qui sont totalement libres et détachées les unes des autres, et comment ça se dissout dans la terre et comment ça va redonner la vie. Sous une autre forme, une autre manière, avec une autre énergie. Posez-vous là-dessus pendant 5 minutes, avec joie, avec l'état, la bienveillance. Nous nous retrouvons dans 5 minutes.
Ouvrez délicatement vos yeux. Laissez le regard errer devant vous. Libérez vos mains dans l'autre sens. Écoutez ce qui se passe quand vous libérez vos mains. Et séparez vos jambes. Avant la suite de l'exercice, vous libérez l'arrière des genoux pour quelques instants. Habituez-vous à ça. Tirez vos pieds, vos mollets, vos tibias. Ça va? Alors, vous voyez, avant de se lancer dans des pratiques comme ça, il y a déjà un fond, une base à poser. Parce que sinon, on ne sait pas trop pourquoi on vient. Quand on vient faire des pratiques comme ça, c'est parce que déjà, on a la notion que dedans, c'est agité et qu'on n'est pas capable d'être capitaine à bord de notre esprit. C'est le mental qui est complètement dans la domination de nous-mêmes. Et quand on veut pas, quand on voudrait être au calme, quand on voudrait que ça ne s'arrête pas. On est là pour apprendre ça. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi ça s'agite. Donc, ça s'agite à partir des peurs. Et la peur de quoi? C'est la peur de mourir. Une fois que vous êtes OK avec ça, on peut le revisiter, en parler, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ça, c'est écrit dans les livres. La peur de mourir, elle nous met à partir de la naissance dans cette ignorance de tout ce processus de vieillissement, de déclin de la maladie. On ne veut pas le voir. Tout est fait dans notre société pour qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on souffre. Donc là, on a vu l'impermanence. Maintenant, on va voir la deuxième partie qui est la souffrance. Et dans cette souffrance, alors la souffrance, il faut vraiment prendre le terme avec beaucoup de recul. Tous les termes que vous allez entendre, il faut les prendre avec beaucoup de recul. La mort, la souffrance, parce que ce sont des termes qui effraient. Et comme on n'en parle pas, dès qu'on les entend, ils nous mettent dans un état pas agréable. Et pourtant, ils sont tellement réels. Tout est souffrance. Donc là, maintenant, on va prendre une assise, on va changer de pas devant les gens, et on va se poser mentalement, intellectuellement, sur la souffrance. Et c'est qu'à partir de toutes ces étapes, quand elles seront bien vécues, que vous aurez pris votre bouquin, que vous aurez lu tout ça, qu'on pourra rentrer dans des états subtils d'exercice de calme. D'accord? Sinon, vous ne serez jamais au calme. Allez, on change de jambe. Donc, pareil, on vient déposer les genoux au sol, ramener le traversin le plus près possible de vous, placez vos mains en coquillage sur les genoux. Super, c'est agréable ça. Et si tu veux encore mieux, prends ta couverture, ça c'est vraiment le luxe. Vas-y, prends ta couverture. C'est surtout que tu en avais vraiment besoin et que tu as trouvé une personne qui, à ce moment-là de ta vie, correspond à ce que tu attends. Tu vois? Voilà. Donc, c'est ça, on n'a pas vraiment, on peut pas dire, quand tu dis c'est une drogue, j'utiliserais plus le terme de ça répond aux qualités que je demande. Tu vois? L'enseignement que je diffuse répond aux qualités que tu me demandes, que tu demandes en toi, donc tu as besoin de te nourrir. Et c'est un passage, peut-être pendant un moment on va rester ensemble, puis une autre personne va t'apporter la guidance. Et c'est comme ça que ça joue ce rôle du processus. On continue? Alors, une fois que vous êtes bien installé, le regard erre droit devant vous, au centre des yeux. La colonne vertébrale reprend sa vigueur, son éveil. La sensation des fesses s'enracine dans le sol. Et à partir des fesses, ça pousse pour être plus haut, en altitude vers le sommet du crâne, vers l'espace au-delà du crâne. Le regard recule vers l'arrière du crâne. L'image se floute. Les paupières descendent. Habituez-vous à prendre conscience de la largeur de la paupière et de laisser les cils s'étaler comme si vous dessiniez les cils avec un eyeliner.
Laissez-les s'allonger. Les yeux sont clos, mais ne sont pas crispés. Le corps est vivant, éveillé, mais n'est pas rigide. Et maintenant, nous allons sur dukkha, qui est en termes sanskrits en pali la souffrance, mais qui dans notre monde actuel s'exprime par l'insatisfaction. Et comme nous étions sur la relation au corps, qui est la première étape, préliminaire, le premier préliminaire de la méditation de jhana, eh bien, nous allons prendre l'insatisfaction au niveau du corps. Pour donner plus de hauteur à la colonne vertébrale, vous voyez, vous devez mettre en action certains muscles, les muscles pelviens, les muscles abdominaux, les muscles du dos, de la taille. Et au bout d'un moment, l'activité d'élévation de ces muscles va demander une énergie que vous n'aurez peut-être plus. Et dedans, il y aura une sensation de tout lâcher. Un sentiment d'insatisfaction de ne pas pouvoir rester va envahir l'esprit. Vous aurez alors peut-être comme remède le fait de relâcher pendant quelques instants et de nouveau de revenir dans cet éveil. Des pensées, des formations mentales, des images, des idées vont entrer dans le champ et vous serez peut-être insatisfait de ne pas être au calme quand vous le désirez. Alors vous fabriquerez du jugement, de l'interprétation et de nouveau vous êtes dans la révélation de l'insatisfaction. Peut-être que le pied dessus va à un moment donné manquer de sang, produire une sensation désagréable dans la cheville, dans le genou, et vous serez dans l'insatisfaction. Donc, apprenez juste à reconnaître ces petites insatisfactions qui viennent perturber le champ de l'âme. Plus largement, les insatisfactions, elles sont liées à la notion de désir-désir. Nous ne pouvons pas être dans le calme quand nous le désirons. Nous sommes insupportés par l'agitation du mental. Et pour remédier à cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons compulsivement vers un objet externe. La nourriture, les objets matériels, des relations. Juste par cette insatisfaction de ne pas être au calme quand nous le désirons. Je vous laisse pendant 5 minutes et vous déposer sur tout ce qui touche cette insatisfaction.
que vous en soyez bien conscient. Tout ce qui n'est pas accueilli à l'instant présent, dans la totalité de ce qui est. Et tout cela dans le bain de l'état, l'amitié bienveillance envers soi-même. S'accueillir tel que nous sommes, et non pas tel que nous voudrions être. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Et libérez avec vous vos jambes. Ça, c'était la deuxième. D'accord? C'est-à-dire la deuxième loi. L'impermanence, c'est la première. La deuxième, c'est la loi de la souffrance, de l'insatisfaction. Et la troisième, c'est cette loi qui est un petit peu plus compliquée à comprendre. C'est celle qui manifeste le moi. Comment il se manifeste, ce moi. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Vous faites, je ne sais absolument pas où vous en êtes dans votre processus de compréhension de la nature de l'ego, mais c'est indispensable que vous ayez des préliminaires, parce que sinon, vous allez rester dans la méditation, la pratique qui sera un désir-plaisir. Et elle ne pourra pas vous révéler la nature de la réalité. Elle sera de toute façon basée sur vos peurs. Donc, vous l'interpréterez à votre façon et vous vous identifierez en tant que méditant. Je fais de la méditation, mais en rien, vous aurez l'accès et la porte à la réalisation. Ça, c'est vraiment très dur à comprendre. C'est-à-dire que l'absence de soi, c'est déjà reconnaître que malgré nous, se font et se fabriquent des formations mentales tous les jours, à chaque instant, et en plus une gestuelle, une manière d'agir, toutes nos actions, nos relations, à partir de quelque chose que nous ne maîtrisons pas et nous croyons maîtriser. En fait, on ne maîtrise rien. Parce que toutes nos actions, à chaque instant, elles sont manifestées par des actions qui ont été précédentes. Et tant qu'on n'a pas la conviction, à un moment certain de la vie, de se dire que je suis entièrement responsable de mes actions, que la totalité de ce qui se passe dans mon quotidien, de ce qui vient vers moi, n'est que la représentation de ce que je suis, tant que je ne suis pas OK avec ça, c'est très compliqué de faire de la méditation. Parce qu'il y aura toujours l'interprétation. C'est bon pour vous? Ça veut dire que vous entrez maintenant dans un processus, c'est là qu'on dit qu'on entre dans le processus, c'est quand on arrive à prendre conscience qu'on peut agir pour que la conséquence soit toujours vertueuse. Ça, c'est le processus. Donc, j'ai la foi, parce que maintenant, ma foi, c'est chaque action de ma vie, je veux pouvoir y porter tellement d'attention et de préciosité, mais pourquoi? Pas pour moi, juste pour qu'elle soit vertueuse dans l'univers. Pour celui qui la reçoit, celui qui va la toucher, celui qui va être à côté de moi, c'est que ça. Tant que ça, ce n'est pas en soi,
tous les processus que vous allez faire, toutes les techniques, tout ce que vous pouvez faire comme méthode qu'il y a sur le marché, tout ça, ça n'aura aucune production. Ça ne fera rien. C'est bon? Et tout ce que vous allez faire là, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Bienveillance. L'amitié et bienveillance. Méta, vraiment, c'est un cadeau de pouvoir se rendre compte de cela. Il n'y a rien qui est fait pour soi. Parce que je ne suis qu'un élément qui transmet, et tout ce qui rentre de l'extérieur vers moi, je suis un transformateur pour que ça ressorte de moi avec la plus belle joie, le plus bel amour, la plus belle couleur, le plus beau charme, tout ça, ça doit ressortir. Transformateur. C'est bon pour vous? Croisez vos jambes, on y va, transformation. Il est déjà 1h15. À quelle heure? Ah, ben ça va, on est bien. Ah oui, je préparais à commencer à midi. Installez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, vous savez faire. Donc, moi, je change de jambe à chaque fois et je vous donne des petits outils supplémentaires. Rapproche ta couverture un petit peu. Quand vous allez ouvrir votre jambe, allez chercher un peu plus le mollet parce que plus il sera ouvert, lui et moi, vous aurez des fourmillements dans les jambes. Et quand vous tournez votre pied, tournez-le vraiment pour que la voûte plantaire regarde le plafond. Et ça veut dire que ma hanche a tourné. Vous voyez? Et maintenant, de l'autre côté, alors bien sûr, je ne vous ai pas dit au début du cours, mais vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez vous mettre un genou, vous pouvez me prendre... Il faut que la position soit agréable, hein, que la colonne vertébrale soit droite. Vous pouvez même vous allonger sur le dos, mais attention à la somnolence. Hein. La somnolence, ça fait partie des empêchements. Placez les mains sur les genoux à nouveau. Ah, tu sur ton traversin. Sophie? Hein, somnolence, ça fait partie des empêchements. On est obligé de rencontrer plein de choses. Alors, soit on va rencontrer la somnolence, soit l'agitation du mental, des fois des petites apparitions de silence. Waouh! Ah ben, de nouveau, ça s'agite. Ah ben, de nouveau, je m'endors. Ok, c'est comme ça. C'est l'aller-retour. Hein. Donc, quand vous fermez vos yeux, vous savez faire maintenant. Vous avez érigé votre colonne vertébrale, vous avez défroissé les vertèbres, vous avez assoupli l'enveloppe corporelle et en même temps éveiller l'axe vertébral qui tient le squelette. Et en laissant les yeux errer et en reculant les yeux vers l'arrière du crâne, vous laissez les paupières se faire. Je n'ai pas parlé du souffle et c'est pour une bonne raison. C'est parce que ça vient après. Ça ne sert à rien de se concentrer sur le souffle tant que tous les préliminaires ne sont pas compris. Alors maintenant, nous allons sur l'absence de soi. Toujours à travers le corps. Lorsque vous parlez du corps, vous parlez de votre corps. Vous dites c'est mon corps. Alors nous allons prendre une partie du corps. On va prendre le bras. Est-ce que si on enlève le bras et on le pose par terre, on découpe le bras, est-ce que c'est toujours votre corps? Est-ce que c'est toujours votre bras? Si maintenant on va un peu plus dans la décomposition et qu'on prend uniquement la main, est-ce que la main détachée du bras est toujours la main du bras? Et est-ce que la main est toujours la vôtre? Si maintenant, avec un microscope, je vais dans les profondeurs de la main, regarder de quoi elle est constituée, je vois que c'est un agglomérat de cellules, de chair, de tissus. Est-ce que tout ce qui est à l'intérieur est toujours votre corps? Si je décompose ça jusqu'à la cellule souche de la main, est-ce que la cellule souche est déjà votre corps? Donc ça, c'est la compréhension de l'absence de soi par rapport au corps. En fait, l'enveloppe corporelle
n'est rien d'autre qu'un amas de cellules. Et en rien, il ne nous appartient, puisqu'il fait ce qu'il veut. Il ne vous demande pas quand est-ce que vous devez digérer, il ne vous demande pas quand est-ce que vous devez éliminer, quand est-ce que vous devez régénérer, quand est-ce que vous devez respirer, quand est-ce que vous devez assimiler. Donc, en quoi il est votre corps? Pour comprendre l'absence de soi, il est indispensable de passer par une correction du vocabulaire. Tout ce qui est rapport à mon, moi, tout ce qui par le M apostrophe vous appartient, observez-le. Mon fils, mon mari, ma femme, mon oncle, ma tante, ma voiture, ma maison, mon corps. Tout ça, ce sont des vocabulaires qui n'ont plus lieu lorsque vous goûtez à la nature du moi. Parce que tout est impermanent et rien ne nous appartient. Je vous laisse pendant quelques minutes vous poser sur cela. Rien ne nous appartient. Tout appartient à la totalité. Je suis une particule de cette totalité. C'est moi qui appartiens à la totalité. Mais rien ne m'appartient. Tout cela avec bienveillance. Et grâce à l'absence de soi, validée en vous-même, vous comprenez la notion d'attachement et de non-attachement. Directement lié à la souffrance, directement lié à l'impermanence. Nous incarnons une enveloppe corporelle qui est un véhicule pour que nous puissions expérimenter tous les objets extérieurs. Et notre seul devoir, c'est d'entretenir ce véhicule. Parce que tant que nous sommes incarnés dans le véhicule, nous pouvons expérimenter la conscience. Dès que nous quittons le véhicule, nous ne pouvons plus faire l'expérience. Et l'état de calme contribue au bon fonctionnement du véhicule. C'est comme un lubrifiant.
C'est comme le collagène. Et doucement, on va les libérer vos jambes. Alors maintenant, nous allons nous allonger sur le dos pour la fin de la séance. Donc tout ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'est le contenu de l'introduction de votre livre. Comme ça, vous pourrez petit à petit vous familiariser un petit peu plus avec tout cela. Vous aurez tendance, et ce qui est normal, chose que maintenant j'évite de faire de plus en plus, mais qui m'arrive encore de temps en temps, c'est d'aller très vite avec le livre. C'est-à-dire de faire une première lecture du livre, je veux absolument savoir tout ce qui se passe. C'est une façon de faire. Je me rends compte à force que ce n'est pas la meilleure. Je vous conseille de prendre ce livre plutôt comme une échelle, et que, avant d'aller à chaque fois à l'échelon supérieur, vous ayez complètement intégré le produit. Parce que sinon, il est bizarrement fait ce bouquin, vous verrez. Si vous allez lire trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez amené à faire des exercices plus profonds, qui paraissent plus simples, mais en fait, ils ne sont pas plus simples. Mais ils sont plus faciles à lire, mais vous n'aurez pas fait le premier. Ok? Alors, on y va, on s'installe sur le dos. Là, maintenant, on fait un shavasana de fin de séance. Donc, vous vous allongez sur le dos. La couverture, elle vient sous la nuque. Si vous avez un coussin, vous pouvez l'installer sous les cuisses. Séparez vos bras. Et fermez les yeux. Vous avez reçu suffisamment d'informations pendant la séance. Maintenant, je vous laisse pendant les 5 prochaines minutes voir où vous en êtes avec vous. Par vous-même. Une observation consciencieuse. Et vous pouvez bien sûr écouter et vous laisser bercer par la respiration spontanée. Tranquillement, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine.
replier vos jambes l'une après l'autre et rouler sur le côté. Revenir vous asseoir sur votre traversin. Et comme cette assise, elle est tout le temps présente, on repasse toujours par l'assise parce que c'est l'assise en soi. Être assis en soi-même. Tout à l'heure, nous avons parlé d'insatisfaction. Vous voyez comme en fin de séance, il y a une satisfaction spontanée. La satisfaction d'avoir été nourri. La satisfaction de suivre des enseignements, d'étudier, de se réaliser à travers la pratique. C'est le plus beau cadeau. Parce que ça pourra jamais vous quitter. Vous pouvez tout perdre. Votre maison, d'argent, de travail, plus rien. Ça, vous ne pouvez pas le perdre. Personne ne peut vous l'enlever. La capacité d'entrer dans le calme. Et de réaliser le joyau de l'existence au-delà de nos fluides. Joignons les mains au centre de la poitrine. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et laissez les yeux s'ouvrir tranquillement. Namasté. Merci d'être venu à ce cours. Vous inaugurez le cours, vous allez porter chance pour ce cours. Hein? Et puis, je ne l'annulerai jamais. Alors, même si